Donc, bonjour à tous. Donc, on est dans le module 2 qui est sur la scénarisation pédagogique. Donc, on est ravis d'avoir Dr Ndiogun Ndiaye avec nous. C'est un expert en e-learning et en formation à distance. Et il est chef de service de la documentation et de la recherche à l'École normale supérieure d'enseignement technique et professionnel, à l'UCAD. Donc, il va nous parler de scénarisation de cours et en particulier de scénarisation de cours pour donner un cours en ligne. Donc, je donne la parole à Dr Ndiaye et on est vraiment ravis de vous avoir avec nous. Merci. Merci Christelle. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravi de vous retrouver et de partager quelques moments de présentation avec vous et vos étudiants. Excusez-moi, il y avait le téléphone qui dérangeait. Donc, je disais que vraiment, c'est un grand réel plaisir pour moi, en tout cas, de partager avec vous ces quelques moments d'échange et de formation sur la... Excusez-moi, Christelle, un peu. Oui, Aziz. Ça va? Ah, ok. Dama nekk ni benn tour. Donc, on va attendre Dr Ndiaye. Et comme par exemple, pour vous faire une petite idée, c'est comme si dans un film, on va prévoir toutes les séquences qui permettent de le en plusieurs parties et d'y insérer des médias et de l'interactivité. Cela veut dire quoi? Un cours en ligne, c'est comme le scénario d'un film. Il faut tout prévoir, tout agencer, parce que n'oubliez pas ici que les étudiants ou les élèves auxquels nous enseignons ne sont pas en face de nous. Et parfois, aussi souvent, nos cours ne se passent pas en synchrone. Il faut nécessairement donc que toutes les étapes du cours soient prévues, bien agencées, bien chronométrées. C'est seulement à cette condition, en principe, que les gens qui vous suivent, vos apprenants, vont savoir exactement ce que vous faites, ce que vous allez faire et comment le faire. Dans un scénario pédagogique, aussi, disons que c'est un document. Donc, c'est un document qui concerne différents acteurs. Et ces acteurs sont quoi? Ce sont les apprenants, les formateurs, les tuteurs et autres intervenants. Par exemple, les commanditaires d'une formation. Là aussi sont intéressés par le dispositif de scénarisation que vous allez mettre en place. Ensuite, on scénario aussi a des buts et des objectifs. C'est ce que les apprenants doivent savoir et savoir faire à la fin de la formation et dans quel but. Dans ce cas, toujours aussi, en mettant en place votre scénario, souvent on vous demande de définir des prérequis, c'est-à-dire quelles conditions devaient être remplies par vos apprenants pour pouvoir intégrer, poursuivre votre module. Quels sont, par exemple, les préalables à remplir? Est-ce qu'un étudiant, un élève qui doit faire une classe de 3e en mathématiques, le programme de mathématiques, est-ce qu'il ne devait pas maîtriser certaines notions avant de pouvoir suivre votre cours de manière correcte? C'est ça qu'on appelle un prérequis. Ensuite, il y a un autre élément qui est important, ce sont les éléments du contenu, des connaissances à acquérir. Il faudrait nécessairement des contenus de cours que l'enseignant conçoit et qu'il doit mettre à la disposition des apprenants pour qu'ils puissent suivre.
exactement le cours en question. Donc, un scénario, en quelque sorte, c'est un document qui va décrire les séquences et la progression envisagée, c'est-à-dire j'ai un cours. Le cours comporte un certain nombre de parties souvent appelées séquences. Et dès le départ, je dois savoir avec mes apprenants comment je vais assanger les séquences pour progresser dans le dispositif d'enseignement. Ensuite aussi, pour scénariser un cours correctement, il faut nécessairement mettre en place le dispositif d'évaluation, la forme choisie et les modalités. Je n'attends pas à la fin pour interroger sur les étudiants n'importe comment pour les évaluer. Je dois, dès le départ, décrire, faire connaître aux apprenants les modalités et la forme de l'évaluation qui sera faite à la fin du cours en tant que tel. Et les descriptions détaillées d'une séquence comprennent maintenant ce qu'on appelle un contenu de cours. Dans chaque séquence de formation, il y a ce qu'on appelle un contenu. Ensuite, il y a des activités. Par activité, ici, nous entendons ce que l'apprenant devrait faire ou réaliser. C'est le travail, en fait, que vous demandez à votre apprenant de faire. Et quels sont les rôles précis dans cette séquence de cours, c'est-à-dire qui fait quoi? Il y a le tuteur, il y a l'enseignant, il y a autre. Et la possibilité aussi d'interactivité. Je pense que la première séquence, on a parlé beaucoup d'échanges, de chats, de mails de questions. Un cours scénarisé. Pour que ça soit correct, il faudrait aussi permettre à vos apprenants d'être interactifs. Et surtout aussi, de voir quand vous aurez fait ce que vous allez faire, essayez d'évaluer le scénario. Est-ce que ce que j'ai conçu est réalisable, est-ce correct, etc. Ensuite, maintenant, pour revenir à la définition d'un scénario, c'est quoi? Un scénario permet de mettre en œuvre les activités d'apprentissage destinées aux étudiants. Elle est la structuration des contenus, des activités et épreuves d'évaluation. Donc, c'est un ensemble, en fait, qu'on structure et qu'on met à la disposition des apprenants. D'abord, il est défini, pas simplement comme un plan de cours, mais une mise en scène des activités afin de rendre l'apprentissage efficace, agréable, porteur de sens. Normalement, c'est un processus de construction des activités. On va prévoir tout le déroulement du cours, tout ce qu'on attend des apprenants et tout ce qu'on donne aux apprenants pour atteindre l'objectif que j'ai déterminé. Donc, c'est cet ensemble en principe qu'on appelle le scénario d'une séquence qui facilite l'apprentissage, l'avancement et la progression de l'apprenant en tant que tel. Et ce qui est spécifique dans un scénario, c'est un ensemble d'activités, de ressources, puisque nous sommes dans un contexte multimédia. On doit intégrer un ensemble de ressources, que ce soit des photos, des tableaux, des schémas ou autre chose,
ou bien des images numériques, comme des photos, des schémas, etc., des documents vidéo numériques, des capsules vidéo, etc. Dans votre formation, vous allez souvent rencontrer par des simulations des capsules vidéo pour que l'étudiant, l'apprenant, ait un maximum d'informations sur votre contenu de cours. Il faut que le contenu soit varié. Vous pouvez mettre des documents PDF si vous le désirez. Vous pouvez mettre parfois des illustrations sous terme de photos. Parfois, il y a de petites capsules vidéo que vous réalisez et que vous mettez. Maintenant aussi, parfois, il y a des vidéos que vous tirez des banques de données spécialisées dans votre domaine d'enseignement que vous pouvez mettre intégré dans votre scénario pour illustrer votre cours et le mettre à la disposition des apprenants. Donc, faire un scénario pédagogique, c'est à la fois d'abord faire un ensemble de recherches sur les ressources pédagogiques concernant votre domaine d'activité, que maintenant que vous allez intégrer dans une séquence de cours bien déterminée. Et c'est là que concevoir un cours, c'est imaginer l'activité proposée à l'étudiant pour l'aider à atteindre un objectif. Et c'est organiser ces activités entre elles pour l'apprentissage. Cela veut dire quoi? Dès l'instant qu'on conçoit un cours en ligne, en principe, ce qu'on fait, c'est d'avoir un objectif. Parce qu'on verra que tout tourne autour de l'objectif d'apprentissage. C'est l'objectif qui va conditionner la nature de vos ressources, la qualité de vos ressources et l'activité que vous allez proposer à vos apprenants pour atteindre l'objectif que vous avez défini. C'est pourquoi, en réalité, dans l'enseignement à distance, ce qui ne peut pas ne pas être pris en compte, c'est la question de la définition des objectifs, qui est une étape assez cruciale. On le verra. Et ainsi, concevoir un cours en ligne, c'est imaginer des activités à proposer à l'étudiant, atteindre un objectif, et c'est organiser des activités. Excellent. L'étape de conception générale va donc amener l'équipe pédagogique à avoir objectif opérationnel. Faire en sorte que les contenus soient associés aux objectifs précis. Il ne s'agit pas de donner aux étudiants n'importe quel type de document, beaucoup de documents, mais en plus, il faudrait que vous triez vos documents pour que les documents que vous mettez à votre disposition aient vraiment aide à atteindre l'objectif que vous avez défini. Et ça va aboutir à quoi? À un fil conducteur, facteur d'unité. Il faut que le cours soit cohérent et ne doit pas aller dans tous les sens. Vous avez un objectif précis, donner activité, donner des ressources précises qui visent tel objectif, et ça va permettre d'avoir maintenant une cohérence d'ensemble pour que les activités ne s'éparpillent pas n'importe comment. OK. Maintenant, je l'ai dit tantôt, ce qui est important, le point nodal dans l'enseignement à distance, important, c'est la définition des objectifs. Un bon scénario pédagogique tourne autour d'objectifs que vous désirez atteindre avec vos apprenants. Or, un cours en ligne a un objectif pédagogique général. C'est ce que l'élève est capable de faire à la fin de ce cours, lorsqu'il l'a su avec succès. C'est donc le résultat attendu et non pas le processus pour arriver. Là, au moins, c'est assez précis. Ce qui est important ici, c'est l'objectif en tant que tel. En termes d'objectif, parfois, on le décline sous forme de compétences, de capacités. Ce que l'étudiant doit savoir, ce que l'étudiant doit savoir faire à la fin de son apprentissage. Maintenant, le processus pour le faire, c'est autre chose. Mais l'objectif, c'est ça, ce que vous visez.
j'ai telle ressource, j'ai tel objectif. En fait, voilà ce que mes étudiants doivent pouvoir faire pour que à la fin, je sache qu'ils ont atteint l'objectif ou ne l'ont pas atteint. Et pour savoir ceci, on va essayer d'opérationnaliser l'objectif qui se définit comme une performance. C'est ce que les est capable de réaliser ou de faire concrètement à la fin de l'action de formation. C'est la preuve évaluée qui montre qu'il a atteint la compétence visée. Donc, même parfois, en évaluation, on a des problèmes. Parce qu'en réalité, on évalue un objectif d'apprentissage. Il faut nécessairement qu'au moment de l'évaluation, que l'évaluation porte uniquement sur la compétence que vous visiez, sur le savoir que vous visiez, sur l'objectif que vous visiez. Ainsi, par suite de cohérence, le choix des évaluations et des activités d'enseignement apprentissage et l'organisation du contenu du cours découlent l'objectif d'apprentissage. Normalement, ce que vous cherchez à évaluer, c'est l'objectif que vous avez déterminé dès le départ. Maintenant, après objectif, un scénario donc comprend des ressources pédagogiques que l'enseignant prépare. Pour atteindre un objectif, il faut donner des ressources. Et pour savoir que cet objectif était ou non, il faut nécessairement que le scénario comporte des ateliers d'apprentissage. Parce que généralement, ne pensez pas qu'un cours, en tout cas en formation à distance, ce n'est pas parce que le professeur va avoir un ensemble de ressources bien préparer son cours, déterminer des vidéos, que les étudiants lisent, etc. En fait, ce qui est important ici, et c'est ça qu'il faut permettre de mesurer l'étudiant, c'est lui propose des activités d'apprentissage. C'est le maître mot. Et une activité d'apprentissage en formation à distance, c'est le travail que l'apprenant devra faire pour atteindre l'objectif visé. On vous a dit ce qui est important, c'est l'objectif. L'objectif, l'étudiant ne pourrait pas le faire de manière vraiment extérieure. Il faut qu'il exploite des ressources pour le faire, ressources pédagogiques, je veux dire. Et maintenant, quand vous définissez un objectif, que vous lui donnez des ressources, il faudrait nécessairement, en principe, que l'étudiant vous lui demandez, voilà ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif. C'est ça qu'on appelle activité d'apprentissage. C'est ce que l'enseignant demande aux apprenants sous forme d'exercice ou de travaux pratiques ou de tout ordre. Normalement, c'est déjà planifié par l'enseignant et proposé à l'apprenant pour l'aider à atteindre un objectif d'apprentissage. Il ne s'agit pas, parce qu'une séquence de cours devrait se dérouler dans un espace vraiment temporel bien déterminé. C'est une semaine, c'est 2 heures, c'est 10 jours, c'est 15 jours, etc. En fonction, en tout cas, de la complexité de l'objet à atteindre, là, vous allez essayer de planifier un peu ce que le temps que l'étudiant doit travailler pour atteindre l'objectif précis. En général, l'activité d'apprentissage se décompose en une ou plusieurs tâches que l'étudiant devrait réaliser. Il renvoie à la fois aux deux notions d'exercice et de tâche. Pour simplifier, c'est simplement ce que l'élève devra faire pour atteindre un objectif. Donc, ce qu'il faut retenir, il y a un scénario qui décrit le déroulement. Et ce scénario comporte des ressources, objectifs pédagogiques et surtout activités d'apprentissage. En tant que tel, l'activité d'apprentissage, c'est ce que l'apprenant devra faire en exploitant les ressources que vous avez mis à sa disposition pour atteindre l'objectif que vous avez visé dans cette séquence de formation. Maintenant, si on en revient à la notion de ressources pédagogiques,
En formation, renvoie à l'ensemble de tous les documents que l'enseignant met à la disposition des apprenants. Et surtout format de support. Donc, c'est l'ensemble de ce que le professeur prépare pour viser un objectif d'apprentissage précis. Et il faudrait que aussi les ressources mises à la disposition de l'apprenant aient effectivement possible l'atteinte d'objectifs. Il ne s'agit pas de mettre n'importe quel document. Et c'est là où parfois l'enseignement à distance se différencie plus ou moins de l'enseignement classique. Alors qu'on va venir répéter ou donner beaucoup d'éléments de cours, attendre à un certain moment pour essayer d'évaluer. En enseignement à distance, pour être sûr que l'apprenant progresse et qu'il a compris, en principe, pratiquement chaque séquence comporte quelques séances, une ou deux exercices d'évaluation qui peuvent être faits sous forme vraiment d'auto-évaluation, simplement de permettre à l'apprenant lui-même de savoir est-ce qu'il a compris certaines notions, est-ce qu'il n'a pas compris. Généralement, ça se fait sous forme de quiz, etc. Mais il faudrait nécessairement, avant de passer d'une étape à une autre, essayer de se rassurer que mon apprenant a compris telle ou telle chose. Ce qu'il faut dire aussi que pour les ressources pédagogiques, c'est une notion qui n'est pas spécifique au numérique. Mais c'est parce que l'enseignement à distance, avec les technologies de l'information, surtout depuis l'avènement de l'Internet, on a tendance vraiment, on peut avoir toute forme de documents, de tout support. Vidéo, images, documents Word, documents PDF, documents voix, documents audiovisuels, etc. C'est ça qui fait la variété, la richesse, en quelque sorte, de l'enseignement des ressources pédagogiques en apprentissage à distance. Parce que généralement, vous donnez des ressources pédagogiques, généralement même vous pouvez leur donner parfois des liens qui renvoient à des sites spécifiques pour compléter les ressources que vous avez données ou bien pour avoir d'autres formats d'images pour mieux illustrer en tout cas ce que vous êtes en train de vouloir les faire acquérir en quelque sorte. Toujours dans ce qu'on appelle ressources pédagogiques, c'est simplement le site numérique et la formation, ce sont tous les logiciels d'édition et de communication. Les portails, les moteurs de recherche, les répertoires, les petits appelés, etc. Et un ensemble de données et d'informations sur des œuvres numérisées. Parce que maintenant, que vous enseignez l'art, que vous enseignez les mathématiques, la physique, tout ce que vous désirez, maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a parfois des sites spécialisés. En France, je sais qu'au ministère de l'Éducation nationale, par exemple, il y a des vraiment pédagogiques destinés uniquement à l'enseignement. Et généralement, vous y entrez, vous allez trouver un ensemble, en tout cas, de petites vidéos, des images, etc. En tout cas, tout un ensemble de ressources qui va permettre d'illustrer votre enseignement en fonction de votre discipline, en quelque sorte. Donc, la notion de pédagogique, l'éthique ont permis vraiment d'y intégrer beaucoup de choses, de faciliter l'accès à des sources vraiment très variées à travers le net ou à travers des banques d'images, etc. C'est pourquoi un bon enseignant dans le monde moderne, à principe, va essayer d'illustrer ton cours à travers suffisamment de ressources numériques explicites qui aideraient mieux à atteindre son objectif par rapport à ses apprenants. Maintenant, si on a vu que la scénarisation, c'est la manière de structurer son cours, de le découper en séquences, de granuler le cours pour que on avance par étapes de manière assez sûre sur le plan de la compréhension.
en mettant en alliance des ressources, des objectifs, des activités d'apprentissage et des évaluations intermédiaires. Maintenant, pourquoi faire un scénario? Si on respecte le principe de la scénarisation, c'est quoi? Ça permet à tout temps de repenser ces ressources pédagogiques et la manière de les diffuser auprès du public. Ça signifie quoi? Généralement, les possibilités de mise à jour d'un cours ici sont limitées. À chaque fois, vous pouvez rajouter, enlever des choses obsolètes et reprogrammer des choses que vous venez de découvrir et qui va enrichir votre cours. Et ce qui le permet ça, c'est l'utilisation d'éthique. Insérer une image, ce n'est pas dans le temps où on distribue des polycopes. Si on dactylographie les polycopes, généralement, il faudrait plusieurs années pour les mettre à jour. Ici, la mise à jour est automatique. À chaque fois, vous avez des outils qui vous permettent rapidement de se mettre à jour. Et encore, ce qui est plus important, c'est la question de la mutualisation des ressources. Et généralement, ce qui se passe en Afrique, nous sommes dans un même laboratoire, nous sommes dans un même service, nous enseignons à peu près les mêmes choses, mais généralement, on n'échange pas, personne ne sait ce que fait l'autre. Or, maintenant, avec l'éthique, si on accepte de partager, si on compare nos manières de faire, si vraiment on s'informe, on se rend compte qu'il est très facile, en principe, d'échanger des choses, de discuter des choses et surtout de les partager. Il y a Christelle l'avait dit tout à l'heure, avec les outils Google, vous avez la possibilité avec, par exemple, Google Doc, de partager un document, de le modifier en même temps et de travailler en temps réel, en quelque sorte. Et là, ce sont des avancées qui permettent aux gens de mieux collaborer. Parce que l'enseignement à distance aussi, je vous le dis, là où ça réussit le mieux, c'est là où les gens acceptent de collaborer, de partager. C'est important. Tout ce que vous allez faire dans votre classe actuellement, vous êtes à peu près 70, mais pour progresser, vous serez obligé d'être en interactivité, de partager, de travailler en équipe. Et là, vous allez voir que c'est important l'aspect d'échanger avec les pairs. Ça facilite la progression. Ça apporte des compléments essentiels pour que les gens se mettent à niveau les uns par rapport aux autres. Et là, je l'ai déjà dit, on s'analyse pour améliorer les ressources existantes. À chaque fois qu'il y a du nouveau, à chaque fois que mon collègue m'informe sur une nouvelle découverte qu'il a eu à faire, de nouvelles ressources, je peux facilement les exploiter et prendre la partie qui m'intéresse et les intégrer. Et c'est là où on dit que c'est aller plus loin dans la diffusion et dans le partage du savoir. Donc, scénariser un cours en ligne n'est rien d'autre que de s'organiser autour de ressources pédagogiques. Généralement, pour que nos ressources pédagogiques soient complètes, il faudrait nécessairement qu'on accepte parfois d'échanger, de partager. Ensuite, on va avoir un objectif précis. On va y arriver. Objectif aussi, il faudrait qu'on sache que l'objectif doit être vraiment très clair, sans équivoque, pour que les gens aient la même compréhension. Généralement, au terme d'échange, que même quand vous définissez parfois un objectif, si c'est plus ou moins, si vous hésitez un peu, c'est toujours bon de soumettre ça à un collègue qui va voir est-ce qu'il va avoir la même compréhension que vous.
Sinon, vous devez repréciser ce que vous devez faire. En quelque sorte. Donc, pour scénariser un cours, voilà, en fait, pourquoi c'est important, c'est utile de prendre le temps de scénariser un cours. Généralement, au Sénégal, avec la pandémie, il y a beaucoup d'écoles privées, en tout cas, qui faisaient de l'enseignement en ligne, etc. Généralement, ce qu'ils faisaient, ils appelaient quelqu'un, ils faisaient un exposé sur Zoom. Bon, et puis, ça allait, quoi. Il n'y avait pas de ressources, il n'y avait pas de documents scénarisés, il n'y avait pas d'activité. C'est comme si quelqu'un qui faisait une conférence, en quelque sorte. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est un monologue, mais ça ne permet pas aux étudiants d'avoir des activités d'apprentissage. Or, si on n'a pas d'activité d'apprentissage, ce sera très compliqué, très difficile de vérifier, d'évaluer un peu ce que les étudiants savent ou ne savent pas. Donc, la scénarisation va permettre à l'enseignant formateur, en découpant le cours, de reformuler l'objectif à chaque étape. Parce que dès l'instant que vous voyez que tel aspect n'est pas tellement pris en compte, il faudrait vraiment qu'on reformule. Parce que parfois, on reformule, on définit l'objectif qu'on ne peut pas atteindre. Ça ne sert à rien. Un objectif, en principe, doit être bien étudié pour qu'on sache que ça, c'est possible pour les apprenants. Dès l'instant qu'on a vu que l'objectif est compliqué, il faut essayer de reformuler. D'ajouter ponctuellement de l'interactivité et différents médias. Vous l'avez dit au premier cours, généralement, c'est des outils qui permettent d'intervenir, de poser des questions, etc. Ainsi, la scénarisation va réellement enrichir le cours traditionnel et le rendre beaucoup plus attractif. Parce que c'est le côté interactivité qui va permettre un peu de mettre les étudiants à l'aise pour que chacun maintenant puisse poser rationnellement des questions. Donc, pour cette première partie, c'était ça. C'était simplement de savoir qu'est-ce qu'un scénario pédagogique. On a vu que c'était un découpage, un séquençage du cours en des parties assez réalistes. Ensuite, on a dit qu'un scénario se structure autour d'activités, d'objectifs et de ressources pédagogiques qui devraient permettre aux apprenants de pouvoir travailler. Ce n'est pas seulement le prof qui conçoit des ressources, mais ce qui est encore plus important, c'est ce qu'il demande à ses apprenants de faire et de réaliser, en quelque sorte. Maintenant, si je ne sais pas s'il faut attendre que je présente la deuxième présentation pour qu'on ait une discussion générale autour de... C'est toujours dans le même ordre d'idée. On peut prendre 2 questions et continuer après sur la deuxième partie. Alors, tous les documents sont déjà sur le site, donc vous avez déjà la présentation de Dr Ndiaye sur le site. Donc oui, vous avez accès à ces documents. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On va prendre 2 questions avant de passer à la suite de la présentation. Est-ce qu'il y en a? Moi, je vais peut-être juste poser une question pour commencer. Je voulais savoir si en fait vous pensez que scénariser un cours en ligne, c'est plus de travail que de scénariser un cours qui n'est pas en ligne. Oui, tout à fait, parce que scénariser un cours en ligne, normalement, dans tout l'enseignement, il y a un objectif, il y a des contenus, il y a ce qu'on demande aux apprenants de faire. Mais la différence entre un cours traditionnel qui ne se fait pas en ligne et un cours qui se fait en ligne, c'est quoi? C'est que, prenons en compte, sachant que les étudiants avec qui nous travaillons généralement ne sont pas en face de nous. Il se pourrait qu'il y ait des séquences synchrones, comme actuellement on fait. Mais généralement, les activités d'apprentissage
se font hors ligne. D'où nécessairement, il faudrait que tout soit prévu dans le scénario. On ne laisse rien au hasard. Il faut que l'étudiant sache où il commence, où il va et à partir de quelles ressources, en quelque sorte. Parce que dès l'instant que c'est flou au niveau de l'étudiant, on va atteindre difficilement ses objectifs. Parce que généralement, c'est vrai qu'il y a des manières, il y a possibilité de poser des questions à travers les forums, etc. Mais généralement, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un scénario très rigoureux parce que l'enseignement à distance est beaucoup plus exigeant que l'enseignement présentiel. Parce que ça demande à l'enseignant un double travail. D'abord, il faut travailler pour trouver d'abord des ressources pédagogiques. Après ce travail de ressources pédagogiques, il faut nécessairement arranger l'ensemble des éléments avec beaucoup de cohérence et mettre le maximum de ressources pertinentes pour permettre d'atteindre un objectif et surtout définir un objectif pédagogique très clair dans la séquence et dire exactement aux étudiants ce qu'ils devraient faire pour atteindre cet objectif. C'est en ce sens qu'en réalité, le cours à distance est beaucoup plus exigeant que le cours en présentiel. Que le cours, disons, qui se faisait de manière classique. Parce que de manière classique, je vais m'en exposer, les gens posent des questions, plus ou moins, je donne des documents, c'est une bibliographie. Or, dans ce cas précis, il faudrait que les documents, que les étudiants aient des ressources sur lesquelles ils travaillent, que l'objectif soit clairement défini et que ce qu'ils doivent faire aussi soit clairement précisé, en quelque sorte. Voilà en quoi je pense qu'en réalité, le cours en ligne est beaucoup plus exigeant que le cours en présentiel. Et encore, les plateformes permettent maintenant de savoir qui a fait quoi, à quelle heure, etc. Au moins, ça permet un peu de surveiller plus ou moins le travail des apprenants. OK. Merci. Monsieur Guin, vous avez la parole. Une question? Voilà, bonjour, M. Ndiaye. Oui. Voilà, M. Dien, je vous appelle depuis Djoubel. Je suis professeur de mathématiques. J'ai suivi votre présentation et merci, c'est clair. Je voudrais juste poser une question par rapport à la scénarisation des thèmes dont vous avez fait part. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, vous avez dit que le cours en présentiel, bon, le cours en ligne demande plus de temps que le cours en présentiel. Bon, nous, quand on prépare nos fiches par rapport à nos élèves, souvent, bon, de manière formelle, on nous demande de prendre le critère genre, par exemple. Par exemple, moi, si je dois préparer une fiche de cours, je dois savoir est-ce que dans ma classe, il y a tant de filles que de garçons pour pouvoir prendre mes orientations par rapport aux exemples que je vais prendre, par rapport aux thèmes que je vais présenter. Et je demande aussi, est-ce que c'est la même chose par rapport à la scénarisation? Est-ce qu'il faut respecter la même chose? La deuxième question, c'est par rapport à la scénarisation elle-même. Est-ce qu'elle doit être aussi SMART comme l'objectif? Donc, voilà mes deux questions que je voudrais poser. Merci. Non, vous reprenez la deuxième question. La deuxième question, c'est que si j'ai bien compris, parce que je suis venu un peu en retard, si j'ai bien compris, la scénarisation, vous me l'avez expliqué, comme par exemple par rapport aux différentes séquences qu'on fait dans les fiches de cours. Si j'ai bien compris, c'est ça. Et pour ces séquences, ça doit être, comme on nous disait, significatif, mesurable dans le temps. Et c'est quoi? Je demande est-ce que c'est la même chose que par rapport à ce qu'on faisait. Oui, voilà. OK, je comprends un peu ce que vous voulez dire. En principe, dans la première question, il y a une partie, c'est vrai que tout ça là, ça doit être précisé. Mais ça s'engloberait plus ou moins à ce que je pense que la prochaine fois, je vais parler un peu, en principe, des constituants d'un cours en ligne. Parce que, avant de passer à la scénarisation, parce qu'en réalité, un cours en ligne, il faudrait nécessairement que certaines informations méta soient précisées au départ. C'est-à-dire que je fais un cours actuellement sur la scénarisation. En principe, je devais déterminer quel est le public cible dans ce domaine précis. Ici, ce sont les professeurs en STEM, etc. En principe,
aussi, on devait préciser quels sont les prérequis, quels sont les profils des enseignants qui devraient suivre ce cours. Là, ce sont les commentaires comme Christelle et Babacar qui ont déterminé, en tout cas, les conditions qu'il faudrait remplir pour essayer de suivre le cours. Ensuite, effectivement, on devrait dire que ce cours devrait durer tel nombre d'heures. Par exemple, est-ce que c'est 1 heure, est-ce que c'est 2 semaines, est-ce que c'est 3 semaines? D'un point de vue de l'apprenant pour qu'il assimile le cours. Le cours aussi, est-ce que ça s'intègre dans une unité d'enseignement, unité de recherche, etc. Donc, ce sont ces éléments. Ensuite, aussi dire exactement quelle est l'intitulé exact et le profil du présentateur du cours. Donc, comme dans la fiche pédagogique, il y a certains éléments qu'on devrait faire en amont pour essayer de savoir un peu ce qui constitue maintenant le cours. Et je pense qu'il en est de même aussi pour la deuxième partie, en tout cas pour votre deuxième question. Il y a pas mal de précisions, d'informations maintenant que le cours devrait contenir en termes de constituants pédagogiques. Mais dans tous les cas, sachez que le scénario pédagogique, c'est en quelque sorte la suite, en tout cas le développement des fiches qu'on vous demandait de concevoir pour faire votre cours. La différence peut-être ici que le cours, le scénario devrait être beaucoup plus complet et que l'ensemble des ressources doit être vraiment réuni, que les activités soient prévues à l'avance et que l'objectif aussi soit connu des apprenants. Je ne sais pas si c'est bien compris votre question ou non. Oui, oui, merci, M. Ndiaye. Merci. Merci, c'est clair. Merci. Il n'y a pas d'autre question avant de passer à l'étape suivante. Non, il semble que non pour le moment. Donc, oui, on va passer à la suite et puis on reviendra. Voilà, on reviendra sur les questions. Oui. Okay. En fait, il y avait des questions dans le chat, mais on y reviendra, je pense. On va continuer, oui. Il y a aussi de petits éléments que j'aimerais partager avec vous. Vous voyez ce que je partage? Oui, on le voit. Ok, donc remercie. C'est toujours dans la même lancée, hein, parce qu'on a beau parler de scénario, on a beau parler qui, mais ce qui est important aussi, il y a ce qu'on appelle la logique de l'établissement des contenus et des progressions des activités, parce qu'il faudrait que les gens apprennent à progresser. Il faut qu'on sache qu'on progresse dans une séquence de formation, en quelque sorte. Et cette progression se mesurera en fonction des types de contenu, en fonction aussi de l'engagement des activités d'apprentissage, parce qu'il faut que la progression dans les activités soit plus cohérente, plus logique. On va revenir sur pourquoi on ne peut pas se passer l'objectif d'apprentissage et pourquoi c'est au cœur même de l'enseignement à distance, en quelque sorte. Généralement, dans l'enseignement à distance, les contenus et objectifs sont associés. Qu'est-ce que je dois apprendre pour atteindre cet objectif? Et généralement, à ce niveau, il y a deux différents types de contenus pédagogiques qu'on distingue. Ce qu'on appelle les savoirs-être, les savoir-faire. Ces contenus peuvent être
acquis soit par l'étude, soit par l'observation, soit par l'expérience. Mais dans tous les cas, puisqu'on vise à atteindre un objectif aussi, il faudrait essayer de savoir quel type d'objectif. Est-ce que ça relève du savoir? Est-ce que des savoir-être? Est-ce que des savoir-faire? Et pour les savoirs, il s'agit d'une connaissance théorique qu'un apprenant peut s'approprier sur un sujet donné. Qu'est-ce que l'apprenant doit savoir? Qu'est-ce qu'il doit connaître? En quelque sorte. Et si on se place dans le contexte de Bloom, on se rendra compte que parfois, il est difficile de dire que quelqu'un sait ou bien que quelqu'un connaît. Comment mesurer, par exemple, que quelqu'un connaît ou bien que quelqu'un sait? Formuler ainsi, ça peut poser problème. Il faudrait nécessairement qu'on se donne les moyens de savoir que quelqu'un sait ou bien que quelqu'un connaît. Ensuite, il y a la question des savoir-faire. Ça permet à un apprenant d'accomplir une tâche précise. Qu'est-ce que l'apprenant sera capable de faire à la fin de cette action de formation? Les savoir-être, c'est qu'il s'agit de compétences comportementales qui permettent de réagir de manière adaptée à une situation particulière. Quel comportement l'apprenant devait être capable d'adapter dans une situation donnée? Mettre en œuvre, donc, c'est une compétence. Mettre en œuvre une compétence, c'est être capable d'utiliser les connaissances que l'on a acquises pour parvenir à un résultat observable. Et vous notez ici le mot observable. Quand j'évalue, je vais évaluer ce qui est observable. Ce dont je suis sûr que je peux l'observer. Je peux l'évaluer en tant que tel. Donc, ça signifie qu'au niveau des savoirs, ce que je sais faire et comment je dois réagir face à une situation. Est-ce que je suis formé pour que quand telle situation se produise, j'ai exactement le comportement adéquat? En quelque sorte. Là, c'est essentiel. Donc, il y a à la fois des connaissances théoriques où on peut demander à l'étudiant de produire, de donner des définitions, des citations, etc. Il y a aussi parfois des apprentissages, des choses pratiques, en fait, qu'on peut demander sous forme de travaux pratiques à l'étudiant de réaliser telle ou telle chose. Et ensuite aussi, maintenant, d'autres types, c'est quoi? C'est d'essayer de susciter chez l'apprenant pour qu'il ait tel comportement devant telle situation. En principe, c'est tout ce que l'on voudrait dire, mais seulement ne pas penser que la connaissance, c'est des connaissances vraiment livresques. Il y a des choses qu'il faut apprendre, il y a des choses qu'il faut savoir faire, il y a des comportements aussi qu'il faudrait avoir, en quelque sorte. Maintenant, sur l'engagement de la progression des activités, on est que l'enseignant doit clarifier objectif pour avoir le meilleur aliment possible entre objectifs visés, dispositifs médiatiques utilisés et l'évaluation. Ces objectifs fournissent aux étudiants un repère sur ce qu'ils devront savoir faire à la fin de l'activité et sur le niveau d'exigence des enseignants. Une bonne rédaction des objectifs devrait permettre, c'est ce qu'on veut dire. C'est normalement un objectif constitue le repère qui oriente l'apprenant sur ce qu'il doit savoir à faire. Donc, on les annonce
de façon claire, sans équivoque, nette et précise. De donner, on l'a déjà dit, aux étudiants des ressources adéquates pour atteindre, de concevoir facilement le dispositif d'évaluation, aux étudiants de s'auto-évaluer facilement. Par auto-évaluation, on peut le faire sous forme de quiz, de questions à tour que vous intégrez dans vos contenus pédagogiques pour qu'à chaque moment dans une séquence, l'étudiant peut essayer de faire des tests de simulation qui lui permettent de savoir est-ce qu'il a bien compris ou bien est-ce qu'il n'a pas bien compris. Et généralement, ça permet aux étudiants de mieux se mettre en valeur, d'être vraiment beaucoup plus aptes à avancer. Et je dirais même à oser avancer dans ce que vous lui demandez de faire, quelle que soit la complexité des choses. Donc, en termes d'évaluation, en principe, contrairement à ce qui se faisait, on ne doit pas attendre vraiment la fin de l'année, la fin du semestre, pour essayer de savoir si les étudiants, est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils n'ont pas compris. Mais l'évaluation se fait continuellement. Dans chaque séquence de formation, vous devez trouver un moyen qui permet aux apprenants, en fait, de s'évaluer, de savoir est-ce qu'il est sur la bonne voie ou non. Et là, simplement, les outils actuels le permettent de faire de petits exercices, de petits quiz qui vont lui permettre de s'auto-évaluer, de savoir exactement ce qu'il faudrait faire pour essayer de ne pas être dépassé. Maintenant, pour objectif d'apprentissage, en quelle sorte? S'il détermine les méthodes de travail et les méthodes d'évaluation, parce qu'en réalité, j'évalue un objectif. Généralement, nous, quand on était plus jeunes, généralement, les professeurs, quand ils voulaient vraiment nous créer des problèmes, ils étaient capables de donner des sujets sur des choses que nous ne maîtrisions pas, que nous n'avions pas vu bien à peine. Potentiel, ça lui permettait de donner vraiment pas mal de très mauvaises notes. Or que le but de l'enseignement, c'est pas ça. On n'évalue pas quelqu'un sur une chose qu'on ne lui a pas appris, en principe. Le travail de délimitation des contenus et les choix relatifs aux méthodes de travail forment ensuite le plan de cours. Le regroupement des étapes de construction et de médiatisation du cours avec les différentes séquences qui le composent détermine la progression académique. C'est que séquence 1, séquence 2, séquence 3, séquence 4, jusqu'à la fin. Une séquence de cours correspond à une semaine de travail. 2 semaines de travail, c'est en fonction de la complexité de la discipline que vous enseignez. Et généralement, la manière dont vous découpez votre cours facilite son assimilation, sa compréhension par les apprenants. On ne vient pas souvent comme on faisait, on fait grève jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, on se rend compte que l'examen vient, on fait tout des polycopes qu'on balance aux étudiants en disant que vous avez l'essentiel du programme. Or qu'en fait, les étudiants vont lire, mais en général, ils ne retiennent rien, en tout cas, pas grand-chose de ce qui se fait ou bien de ce qui va se faire en quelque sorte. Donc, objectif d'apprentissage, il faut vraiment que le séquençage du cours soit accepté, soit fait de manière régulière et les étudiants vont progresser et à la fin de compte, l'objectif va être atteint. Parce que ce qu'on faisait généralement dans nos facultés et lycées, où sur une classe, par exemple, de 1000 étudiants en première année, à la fin de l'année, quand on évaluait, généralement dans cette faculté, comme la faculté de sciences éco, ou bien droit, ou bien même parfois sciences maintenant, parce qu'ils deviennent à être nombreux, sur 1000 étudiants, on n'a que, par exemple, 100 réussites extra. Cela ne signifie pas grand-chose, n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on ne paye pas un enseignant quand même pour qu'en ensemble, la plupart de ces élèves échouent. Ça n'a aucun sens.
aussi bien sur le plan académique que sur le plan économique. Parce que généralement, les gens ne se donnaient pas les moyens d'atteindre un objectif. Les gens ne se donnaient pas l'essentiel. Il y avait un programme qu'on déroulait tant soit peu, etc. Mais à la fin de l'année, bon, j'évalue, ceux qui ne passent pas, c'est leur problème, quoi. Ça pose pas. Or, que le souci de l'enseignant réel, c'est avant tout la compréhension de son cours et la réussite de ses apprenants, en quelque sorte. OK, donc voilà. Maintenant, pour revenir dans ça, rapidement, pourquoi formuler objectifs pédagogiques? C'est pour clarifier les programmes en définissant les caractéristiques et les niveaux de formation en termes clairs pour les formateurs. Les former et ceux qui accueilleront dans la vie active ou au niveau suivant de formation. Généralement, forme objectif, ça permet de clarifier les programmes, de savoir exactement les niveaux de formation, aussi bien pour les formateurs que pour les formés, et aussi qu'à l'institut d'accueil qui va vous accueillir. Par exemple, on est en train de faire un cours sur la sélection. En plus, à la fin du cours, normalement, quand vous rentrez dans votre lycée, en principe, on doit sentir en principe que par rapport à ce que vous faisiez, au moins, il y a une amélioration par rapport à cela. Maintenant, il s'agit de créer des situations d'évaluation à partir d'exigences perçues de façon univoque entre différents évaluateurs ou évaluateurs évalués. Ça signifie quoi? Normalement, quand un objectif est clairement défini et clair, en principe, ça ne pourra pas permettre aucune équivoque. Les gens devraient avoir la même compréhension, même si je n'ai pas construit le cours, dès l'instant que je dois arriver à intervenir ou à corriger l'élève, je dois savoir exactement que l'objectif visé, c'est ça. Donc, la formulation des objectifs offre le moyen de vérifier ce que les éléments constituant un profil de formation ont tous été acquis. Parce qu'en principe, l'objectif qui détermine le profil de formation que vous pouvez faire. Sans objectif, on tâtonne, on ne sait pas exactement ce qu'on vise, et dans ce cas, on va aller dans tous les sens, en quelque sorte. Et la conséquence, c'est quoi? Si on définit de manière correcte un objectif, ça permet pour le professeur mise en évidence des aspects significatifs des contenus, mise en œuvre des situations d'apprentissage et des situations d'évaluation adaptées. Pour l'élève, c'est évaluer son propre enseignement. Il sait ce qui est exigé de lui. Il apprend plus efficacement. Il dispose d'un contrat précis. Il est responsable. Il peut se positionner lui-même. Il est responsable, ça signifie qu'il sait quelles ressources va lui permettre d'atteindre plus rapidement son objectif. Pour les parents, dès que l'objectif est clair, ils sont mieux informés et peuvent ainsi aider plus efficacement leurs enfants parce qu'ils savent exactement ce que le professeur vise. Pour l'équipe pédagogique, elle peut bâtir un enseignement cohérent et faciliter l'interdisciplinarité. Elle peut mieux appréhender le suivi pédagogique individuel. Et pour l'administration, elle peut évaluer l'efficacité d'un enseignement, d'une formation. Elle peut soutenir un budget par la description de ce à quoi il sert réellement. Parce que si vous me demandez un budget pour 100 étudiants, je me rends compte que si je vous donne le budget aussi à la fin de l'année, objectif, il n'y a que 10 étudiants qui vont réussir, qui vont atteindre l'objectif. Là, ça va poser des problèmes parce que les gens ont tendance à diminuer le budget. Maintenant, si l'objectif, c'est très clair et que les gens apprennent mieux et qu'à la fin, le commanditaire sache qu'il a atteint des choses, là, il sera beaucoup, en tout cas, plus disponible pour essayer
de donner encore des fonds supplémentaires pour faire avancer davantage le programme en question. Donc, ce sont des éléments. Maintenant, le rythme d'activité, des progressions d'activité, ça dépend à la fois des compétences de l'apprenant qui l'exécute et de la tâche. Cette progression permet de mesurer l'adéquation du niveau de complexité par rapport aux aptitudes des apprenants et d'influer sur le séquençage. Parce que plus une séquence est compliquée, pour moi, plus une tâche est difficile, mieux maintenant essayer de jouer sur le séquençage pour que la difficulté corresponde à une séquence pour que les étudiants puissent mieux maîtriser en jouant un peu sur le temps, sur le plan qu'on leur permet pour évaluer, pour effectuer une tâche, et aussi la clarté des consignes et de l'organisation. Maintenant, le rythme de progression activité relève de la stratégie et du modèle pédagogique choisi par l'enseignant. Le temps de recherche, de découverte, d'entraînement, de création et de mémorisation. Est-ce que c'est des activités de découverte, d'explorer? Est-ce qu'il faut conceptualiser? Est-ce qu'il faut mémoriser? Est-ce qu'il faut vraiment catégoriser? Est-ce qu'il faut distinguer? Là aussi, c'est bon. Et on l'a dit au départ, les modalités de travail, parce que généralement, dans tout travail, il y a ce qu'on appelle, il peut avoir un aspect individuel, un aspect binôme ou un aspect de groupe. Généralement, on demande à un étudiant de produire d'abord un travail individuel, ensuite de regrouper, de travailler ensemble. Donc, c'est des aspects, je crois, essentiels. C'est la complexité de la tâche et la difficulté de la tâche et qui dépend des facteurs liés à l'apprenant, tels que l'aptitude, la confiance, la motivation, etc., et les conditions de la tâche, en quelque sorte. Et cette complexité et cette difficulté conditionnent réellement le rythme de progression et de réalisation des activités d'apprentissage, en quelque sorte. Donc, plus qu'une tâche est compliquée, plus peut-être le rythme d'avancement de l'apprentissage sera beaucoup, en tout cas plus lent, ou bien en tout cas le temps accordé sera beaucoup plus important que par rapport à une tâche simple. Donc le scénario aussi, la séquence va être définie en fonction de la complexité et des activités que vous demanderez à vos apprenants de faire en tant que tel, en quelque sorte. C'est la différence. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, maintenant, pour planifier tout ce qu'on vient de dire, en principe, c'est très simple. C'est avoir une bonne formulation des activités, avoir un bon choix de ressources pédagogiques, comprendre l'esprit didactique pour l'animation et l'enseignement et l'encadrement des étudiants. Parce que c'est ici que le travail à distance, la conception à distance d'un cours est très exigeant. Parce qu'il faut du temps pour concevoir de bonnes ressources pédagogiques qui aident à atteindre, en principe. Un bon choix de type d'enseignement sera utilisé en fonction des contenus objectifs. Est-ce que c'est un cours frontal, c'est des séminaires, c'est des travaux pratiques? En général, c'est des cours qui favorisent l'interactivité de manière pratique. Et n'oubliez pas un aspect important, c'est la méthode d'évaluation des apprentissages. Il faudrait que vos élèves, vos étudiants soient informés réellement du type d'évaluation qu'ils auront à faire à la fin. Quelles sont les modalités? Ce qu'on va leur permettre de faire et quel est votre système de notation.
La phase d'implémentation correspond à la réalisation du plan de cours et au déroulement à proprement parler du contenu. L'implémentation, c'est quoi? C'est quand vous aurez terminé votre scénarisation pédagogique, la manière de l'implanter dans la plateforme. C'est-à-dire qu'il y a la séquence 1 avec ses objectifs, la séquence 2 avec ses contenus objectifs et ses activités, etc. Maintenant, vers la fin de l'ensemble des séquences, vous pouvez faire une évaluation globale qui va, c'est un devoir qui va demander aux élèves de faire une production, mais maintenant qui concerne l'ensemble du cours, parce que n'oublions pas que dans chaque séquence de cours, on avait déjà fait de petites évaluations, ne serait-ce que formatives, qui permettraient aux étudiants de mieux avancer et de mieux avoir un fil conducteur qui guiderait leur propre connaissance. Voilà en quelque sorte le contenu de cette deuxième présentation que je voudrais partager avec vous. C'est simplement la suite de la première présentation, mais qui mettrait un peu en exergue sur le côté formulation objectif, en principe, qui détermine l'ensemble des activités dans une formation à distance. Et je vous remercie et je reste à votre écoute pour les questions et les compléments. Merci. Merci beaucoup, Dr Ndiaye, pour cette présentation et toutes ces informations. Donc, on va ouvrir maintenant aux questions. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes qui avaient mis des questions tout à l'heure qui veulent en fait les dire à voix haute, ou sinon je peux les lire? Mais aussi, s'il y a d'autres questions, vous pouvez lever votre main ou vous pouvez écrire dans le chat, ou etc. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vais lire une des questions qui a été posée dans le chat. C'était Madame Koumbachiam. Est-ce qu'au Sénégal, les étudiants ont suffisamment de ressources pédagogiques à leur disposition pour les cours à distance, et les activités synchrones sont-elles fréquentes? Et il y a une question qui est dans le même ordre d'idée d'une autre personne. C'est si les ressources pédagogiques sont suffisantes et présentes, sont-elles gratuites? OK. Voilà, ça c'était la question. OK, donc effectivement, pour la première question, hein, est-ce que les étudiants, il y a suffisamment de ressources pédagogiques pour les apprenants, etc. En réalité, on l'a dit, hein, parce que la confection des ressources pédagogiques relève de l'enseignant, en quelque sorte. C'est l'enseignant qui doit concevoir ses ressources pédagogiques en fonction de ses objectifs d'enseignement pour atteindre, en tout cas pour les mettre à la disposition de ses étudiants pour qu'ils atteignent les objectifs déterminés. Maintenant, dire qu'est-ce que les ressources pédagogiques sont suffisantes, ne sont pas suffisantes, parce que généralement, en tout cas, si je prends l'exemple de l'UVS, parce que aussi j'interviens au niveau de l'UVS comme professeur de technologie éducative, généralement, l'université fait tout pour mettre à la disposition des enseignants des ressources pédagogiques, que ce soit des bibliothèques en ligne, des bases de données payantes, en tout cas des spécifiques, où les étudiants, ou les professeurs pourraient aller, par exemple, essayer d'avoir des documents, d'avoir des exercices, etc. Donc, la question de la suffisance des ressources en ligne, en principe, relève plutôt de la compétence de l'enseignant en tant que tel. Et généralement, un enseignement à distance a ses propres exigences. Il faudrait nécessairement, parce que le problème que nous avions au début de l'introduction de l'enseignement à distance à l'UCAD, c'était quoi? C'est que les enseignants trouvaient que ça leur donnait une surcharge de travail, en quelque sorte.
parce que c'est très facile de faire un cours en distanciel. Là, je viens avec mes documents, je lis des cours, je présente des diapos, et puis c'est fini, quoi. Maintenant, dans ce cas où il faut mettre des ressources qui laissent des traces aux apprenants, il ne s'agit pas simplement d'aller copier des livres d'autrui, de donner ça aux étudiants. Ça va relever plus ou moins du plagiat. Il faudrait que l'étudiant, enfin, que l'enseignant ait le temps de concevoir carrément, à part de ressources pédagogiques, ses propres ressources qu'il met à la disposition de l'apprenant, parce que l'enseignant a été formé pour ça. Enseigner, c'est avoir des contenus de cours. Et avoir des contenus de cours, c'est faire de la recherche. Et souvent, les gens s'appellent enseignants-chercheurs. Ça suppose, en fait, qu'on fait de la recherche pour enrichir ses propres éléments. Maintenant, les activités synchrones. Effectivement, de plus en plus, la technologie moderne nous permet d'avoir plus ou moins des activités synchrones. Mais il faut savoir quand dans l'enseignement à distance, en principe, ce ne sont pas tellement les activités synchrones qui sont l'essentiel. L'essentiel, c'est que la plupart des choses qu'on vous demande de faire, vous le faites quand l'enseignant n'est pas là. C'est à peu près une sorte de classe inversée. Il y a des choses que vous devriez faire en amont. Il y a des forums et des messages individuels que vous pouvez envoyer qui vont vous accompagner en quelque sorte. Mais l'aspect purement synchrone, effectivement, actuellement, ça c'est tellement développé. Mais nous, quand on commençait à enseigner, on n'avait pas possible d'avoir ce que vous avez les sous autant. Tout se faisait uniquement sur chat. Quand on était en synchrone, on était avec le chat. Et vous voyez le chat, quand les gens sont, chacun écrit, chacun répond, ça comportait vraiment d'énormes limites. Ce n'est que maintenant, les dernières années, maintenant qu'il y a Zoom, il y a Meet, il y a Teams, tout ça là, qui permet ça. Donc, ne vous focalisez, ne pensez pas seulement que c'est le côté synchrone des choses. Et d'autant plus que nous sommes en Afrique, parfois il y a beaucoup de courant. Quand le courant vient ici, il part là-bas, etc. Quoi. Moi, j'avais peur parce que si c'était le cours, si le cours c'était hier, par exemple, à 10h, de 10h à 14h, je n'ai pas eu d'électricité chez moi. Donc, ça allait être, je pourrais travailler toujours avec de mon portable, mais ça allait être beaucoup plus difficile. Donc, en enseignement à distance aussi, je pense que l'aspect asynchrone est un élément essentiel pour progresser. Maintenant, est-ce que les ressources gratuites, généralement, nous, dans nos universités publiques, les ressources généralement sont gratuites. J'ai donné tantôt l'exemple de l'UVS où on vous permet d'accéder, qu'on soit étudiant ou enseignant, d'accéder à des ressources vraiment extérieures, à des bases de données, à des bibliothèques en ligne qui vont vous permettre un peu d'enrichir, etc. Maintenant, en général, en tout cas pour ici, l'ensemble des ressources que nous utilisons sur le plan public, effectivement, l'accès est libre. Et généralement, comme ici, à chaque fois que vous faites un cours en ligne, vous devez donner des supports de cours à vos apprenants pour qu'ils puissent mieux vous suivre. Maintenant, si quelqu'un, parce qu'il y a tellement aussi de bases de données payantes, quelqu'un qui le désirerait pour avoir accès à d'autres ressources maintenant payées en tant que tel. En tout cas, dans un cadre d'un cours en ligne, en général, les ressources que nous mettons en ligne sont d'accès libre, open source, sans aucune limitation. Ok, monsieur, il y a quelqu'un qui lève la main? Oui, allez-y, si vous avez levé votre main, allez-y, c'est monsieur Ndiaye aussi. Allez-y. Monsieur Ndiaye, vous avez la parole. Bonjour. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, bon, c'est M. Ndiaye, Wali Ndiaye. Bon, je vous remercie vraiment, M. Ndiaye, de votre exposé. Bon, ma première question, je vais aller donc dans le même ordre d'idée que mes collègues qui ont posé cette question. C'est-à-dire, vous avez utilisé, donc on utilise dans les UVS des cours en ligne.
Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi agrandir cet espace, par exemple, dans les autres universités, pour on peut terminer les programmes? Parce qu'on sait que dans les universités, donc, il y a beaucoup de perturbations comme les grèves, etc. Alors que là-bas, les professeurs donc n'arrivent pas à terminer leur programme. Et on attend maintenant jusqu'à presque à l'approche des examens, on va essayer maintenant de bâcler donc les programmes. Est-ce qu'on ne pourrait pas donc agrandir cet espace, c'est-à-dire de faire des cours en ligne au niveau donc des universités? Voilà, c'était ça donc ma question. Merci beaucoup. Ok, là aussi, je serais à l'aise pour répondre à cette question. Parce qu'en fait, je fais partie des gens qui ont introduit l'enseignement à distance au niveau de l'UCAD, où il fallait former l'ensemble des enseignants de l'UCAD. Je pense que le programme vers 2016, 2015, 2016, 2017, on a essayé de tout faire. En ce moment, l'objectif du directeur, je crois, c'était de mettre au moins 50% de cours en ligne, en quelque sorte, pour qu'au niveau de chaque département, dans un premier temps, au moins que 50% en tout cas des enseignements soient en ligne. On a essayé, avec quelques facultés, on a des résultats plus ou moins heureux, mais ce n'est pas trop évident, parce qu'il y a trop de freins. Il y a trop, et je l'ai dit tantôt, parce que l'enseignant suppose qu'on lui demande de faire un autre travail. Il était plus à l'aise dans son cours vraiment à distanciel où il était là, bon, dans un cours en temps présentiel du moins, où il était là, bon, il lisait ses textes, il faisait, et puis quand le cours était fini. Maintenant, dans le cadre de mise en ligne d'un cours carrément, où il fallait vraiment remettre aux étudiants des documents écrits, bien séquencés, bien complets, avec des ressources vraiment variées. Là, on se rend compte que ce n'était pas trop évident chez des enseignants qui avaient l'habitude de venir, de dire ce qu'ils avaient à dire et de partir. Ensuite, on leur demandait de concevoir des exercices, des activités pédagogiques qu'ils demandaient aux étudiants de faire. Il n'y en a que quelques-uns qui ont suivi. Les autres ont prétexté qu'on demande ça, c'est pas notre travail, etc. Jusqu'à ce que, maintenant aussi, vous avez raison, parce que maintenant, dans toutes les universités du Sénégal, partout, tout le monde utilise maintenant l'enseignement à distance. Et généralement, les gens l'utilisent comme en formation continue. Par exemple, en sciences éco, il y avait le master Geyser, extra. À l'ESP, il y a aussi d'autres formations. Généralement, ça concerne les gens qui sont déjà en activité de formation professionnelle, donc qui ne pourraient pas venir tous les jours sur un cours. Là, on leur permet plus ou moins de faire des cours en ligne, mais l'objectif global, ce qu'on visait, nous, en son temps, c'est que les premiers cycles, en principe, puissent suivre un certain nombre de leurs cours en ligne. On allait arriver dans certaines facultés, dans d'autres moyens. Une faculté comme la faculté de médecine, c'est la faculté la plus avancée dans ce domaine. Après, il y a plus ou moins la faculté de lettres qui maintenant aussi a commencé à suivre. Par contre, là où on avait des difficultés réelles, et c'était les facultés qui devaient être les mieux préparées, c'était au niveau de la faculté des sciences et de l'esprit. En son temps, vraiment, c'était les gens qui freinaient le plus, en quelque sorte. Mais pour répondre précisément à son cours, ça c'est ce que l'UCAD vise, ce que les autres universités visent. Parce que maintenant, chaque université a ce qu'on appelle un institut de formation ouvert à distance. Il faut aller. Au niveau de l'UCAD, on appelait ça DRTP, département de ressources et technologies pédagogiques. Extra. En principe, c'était au centre de calcul. Ça permettait maintenant d'assurer la formation de l'ensemble des facultés de l'université. Au Saint-Louis, c'était IFOAD, Institut de formation à distance.
Enfin, en tout cas, j'étais parmi les gens qui allaient à Saint-Louis pour essayer de lancer. Je sais qu'au niveau de Bombay aussi, il y avait un truc qui s'occupait de l'enseignement à distance. De même qu'à Ziguinchor aussi, j'ai eu à faire là-bas quelques missions extra. Mais c'est vrai que les gens ne l'ont pas encore fait comme ils le font, de manière vraiment, parce que l'UBS, c'est ça. Mais généralement, les gens y sont, bien que la progression vraiment demeure très lente. Et parfois aussi, il y a des réticences fortes, des résistances de certains professeurs qui n'aiment pas souvent trop se concentrer parce que, je l'ai dit, en l'enseignement à distance, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de discipline. Est-ce que maintenant, parce qu'au niveau même de l'UCAD, les gens qui connaissent maintenant, ils ne s'en passent plus. Il y a des gens qui, l'essentiel, font leur cours alimentaire. Tous les cours que je fasse à l'UCAD, à l'US, pratiquement, je ne bouge pas de chez moi. Je le fais à distance. Il y en a qui comprennent, mais il y en a parfois, comme vous l'avez dit aussi, avec les grèves multiples là, parfois c'est un frein. Mais en tout cas, les universités sont conscients de ça, ils essaient de faire. Maintenant, quel est le niveau de progression de chaque université? Là, c'est autre chose. OK, autre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Monsieur Gain, je crois. Oui, bonjour encore, c'est moi, M. Ndiaye. Merci, M. Gain. Voilà, donc, très belle présentation encore une fois de plus. Et voilà, je voudrais poser des questions. S'agissant de l'enseignement en ligne, bon, vous savez que nous, dans les zones un peu reculées, déjà, il y a problème d'Internet, même d'électricité. Souvent, au lieu de travailler avec les applications comme Forms, Classroom, etc., on utilise souvent les réseaux sociaux comme WhatsApp. Oui. Et dans ce cas-là, c'est l'interactivité qui pose problème. Par exemple, quand vous avez des classes de S1 où les élèves font maths tout le temps, votre portable n'arrête pas de sonner car les élèves n'arrêtent pas de vous envoyer des exercices à corriger et à rendre sur le champ. Donc, si c'est sur les réseaux sociaux, souvent, moi, je prends une feuille blanche, je résous ou bien, voilà, j'utilise la photographie, quoi. Alors, ma question serait, par exemple, avec les autres applications, je ne sais pas si c'est le lieu de demander ça, est-ce qu'il y a possibilité de paramétrer ça de sorte que vous aurez le temps de répondre? Ça, c'est la avec WhatsApp, là, vraiment, je ne suis pas sûr parce que j'ai les mêmes problèmes que vous parce que généralement, surtout que j'encadre des mémoires, j'encadre un groupe de bien, parfois, vraiment, on te pose des questions à tout voir, etc. Quoi. Généralement, on crée un groupe, mais je pense qu'avec WhatsApp, c'est un problème réel qui se pose parce que les gens pensent qu'en réalité, c'est possible, or que tel n'est pas le cas. Je pense que moi, à un moment donné, avec les possibilités de Facebook, parfois, je crée un profil Facebook où je mettais en tout cas l'ensemble des étudiants concernés et parfois, quand il s'agissait de donner un élément en général, je le partageais sur Facebook. Comme ça, les gens allaient écrire extra, quoi. En tout cas, ça me permettait un peu de reposer plus ou moins mon WhatsApp. Mais généralement, c'est un problème réel. Je pense que parfois aussi, si c'est possible dans votre établissement, je pense que c'est très simple d'avoir une plateforme vraiment Moodle à installer par la direction. Et là, si vous créez votre profil de cours, puisque le courant va et vient à chaque fois, vous favorisez vraiment le côté asynchrone des choses. Parfois, vous entrez, vous laissez un message pour tout le monde ou bien vous laissez une explication, comme ça les gens voient quoi. Mais si c'est sur WhatsApp, vraiment moi-même, je n'ai pas encore trouvé la solution, comment faire la régulation. D'accord. Maintenant, mon autre question, c'est par rapport peut-être à moi-même qui doit faire les cours en ligne peut-être. Oui. Si par exemple, moi, je suis critique, voilà, je suis souvent ce qui se passe, mais maintenant, mon problème, c'est que je n'ai pas de réseaux sociaux, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de Skype, etc.
Oui. Est-ce que moi, j'ai un avenir sûr sur ça, quoi, vraiment? Tu veux revenir sur quoi? Pardon? Je n'ai pas compris. Je dis que, par exemple, l'enseignant qui doit faire l'enseignement des STEM dans le futur, en ligne, lui qui sait utiliser peut-être les logiciels et autres, mais qui n'est pas souvent sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, je vois dans cette information, je l'ai déjà vécu dans le passé, arrivé à un moment, on me demandait de partager ça sur Facebook, etc., pour avancer. Alors, moi-même, j'ai hésité avant de participer à cette formation-là, parce que si c'est la même chose, moi, je risque de ne pas avancer parce que moi, je n'ai pas de compte Facebook. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment indispensable pour un enseignant d'avoir tous ces comptes-là pour pouvoir faire ces enseignements en ligne-là? Ah, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'a pas dit que pour faire un enseignement à distance, il faut avoir Skype ou avoir Facebook ou autre chose comme ça. L'enseignement en ligne, en fait, se fait à travers des plateformes institutionnelles. Par exemple, vous avez votre école qui a une plateforme. Là, effectivement, vous aurez un compte sur la plateforme, mais ce n'est pas du tout un réseau, disons, social. C'est comme on travaille actuellement sur Zoom. Vous avez accès à Zoom par invitation. Et ensuite, là, vous pouvez vraiment travailler. Et ce n'est pas dit que nécessairement, vous n'êtes pas du tout vraiment obligé d'avoir un compte Facebook ou WhatsApp pour faire de l'enseignement en ligne. Là, ça n'a absolument rien à voir. C'est vrai que ça facilite dans certaines circonstances, en quelque sorte, mais généralement, l'enseignement à distance se fait à travers des plateformes dédiées. Et ces plateformes dédiées, maintenant, la technologie est telle que généralement, les principaux des collèges hésitent parce que ça ne demande pas beaucoup de moyens. Il suffit d'avoir une connexion Internet et je pense que maintenant, la connexion n'est plus tellement chère pour que l'établissement ne puisse pas le payer. Et c'est d'être un peu innovant, d'installer une plateforme. Là, même si ce n'est pas de manière vraiment formelle, il y a parfois des classes qui pourraient se retrouver, travailler ensemble de manière vraiment asynchrone, parfois, si vous estimez que vous n'avez pas le temps d'être connecté tout le temps. Mais il n'est pas du tout obligatoire d'avoir un compte Facebook ou WhatsApp comme ça pour faire de l'enseignement en ligne. J'aimerais rebondir en fait sur ça. Oui. Je veux dire, parce que comme vous allez voir, nous, dans ce cours, on n'utilise aucun des réseaux sociaux. Hein, bon, on utilise YouTube parce qu'on a nos vidéos là, on utilise un site web et on utilise Discord pour les communications. Maintenant, on pouvait aussi utiliser une vraie plateforme comme on peut utiliser Moodle, on peut utiliser Google Classroom et tout ça. Donc, nous, on a choisi quelque chose de light, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de login, pas besoin de password, tous nos documents sont sur un site. Maintenant, ce site, c'est seulement vous qui accédez, en fait, il n'est pas public. C'est juste les personnes de cette formation qui y accèdent et nos partenaires, quoi. Donc, on utilise Discord parce qu'il faut un moyen de communication. Et ce n'est pas un réseau social, Discord. C'est vraiment quelque chose qui est utilisé. Toutes les entreprises au Sénégal, toutes les entreprises dans le monde, elles utilisent soit Slack, soit Discord, quoi, en fait. Hein? Donc, merci, voilà. C'était juste une petite remarque. Okay, on va prendre. Il y avait quelqu'un qui avait sa main levée. On va donner la parole à Edmé. Je n'ai pas terminé. Il me restait une question juste par rapport à la présentation. Oui, oui. Allez-y. Voilà, là maintenant, c'est sur ce que vous avez dit. Tout à l'heure, vous avez parlé des contenus pédagogiques, savoir-faire, savoir-être. Maintenant, nous, bon, ce qui se passe réellement, c'est qu'avec les fiches de cours, je peux préparer une fiche pour une classe. Par exemple, je prends une première S2A et la même fiche, je l'utilise pour la première S2B. Et si je vois bien, je pense qu'avec l'enseignement en ligne, c'est tout à fait la même chose. Hein. C'est plus facile même que ce qu'on faisait sur le temps. Parce que là-bas, je pense qu'on le faisait, mais ce n'était pas vraiment formel, quoi. C'est là où je voulais que M. Diaye revienne un peu. Par rapport à différentes classes qui font la même chose, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes contenus pédagogiques sans rien changer? OK, là, vous avez posé une question essentielle en enseignement à distance. Pourquoi l'enseignement à distance est intéressant?
et a beaucoup de pouvoir. C'est en fait le côté multi-usage. On vous dit que comme module d'enseignement à distance, un bon cours d'enseignement à distance doit pouvoir être vraiment autonome et s'intégrer dans d'autres formations en quelque sorte, même si les écoles sont différentes. Dans le cas que vous posez, c'est beaucoup plus simple. Généralement, vous avez deux classes différentes de même niveau. Donc, c'est le même contenu, les mêmes procédés, les mêmes activités. Ce qui est différent, c'est qu'ici, il faudrait que la classe se limite à 30, ensuite vous allez enseigner à 30 autres extra. Mais et même là où c'est plus pertinent avec l'enseignement à distance, parce que là, vous êtes sûr que vous allez avoir les mêmes contenus d'enseignement à la virgule près. Tous les étudiants vont avoir exactement la même chose. La différence, c'est quoi? C'est que comme dans l'enseignement en truc, c'est par groupe. Le groupe 1 suit de telle heure à telle heure. Le groupe 2 va suivre de telle heure à telle heure. Mais en principe, ils ont exactement les mêmes contenus, les mêmes activités. En tout cas, vraiment, tout est uniforme. Il n'y aura pas une classe qui aura un avantage sur un autre. Parce que dès l'instant que vous travaillez sur votre fiche, parfois vous divaguez, vous avez le temps d'aborder tel aspect. Au bout de la deuxième heure, vous êtes plus ou moins fatigué. Vous n'avez pas le temps d'entrer au fond dans certaines choses pour la classe. Alors ici, c'est totalement différent. Vous avez les étudiants vont accéder au même contenu, même si les classes sont différentes. La plateforme peut faire de sorte que ce ne sont que les étudiants de telle classe qui ne voient que ça pendant l'horaire précisé. Et une autre classe aussi va entrer, il ne se voit même pas, si vous le désirez. Donc, c'est vous dire que là, c'est beaucoup plus pratique et même c'est mieux même fait pour ça, en quelque sorte. Que vous pouvez enseigner, si vous êtes dans un lycée ici, ou au lycée Blaise Diagne, vous enseignez là-bas les mathématiques ou bien la physique en classe de 6e et de 5e. Là, vous avez votre cours que vous avez mis en ligne. Le cours là peut être extrait avec les mêmes éléments, les mêmes, et que vous enseignez ailleurs. Ça ne gêne à rien, en fait. Et c'est ça l'avantage, même de l'enseignement à distance. C'est vrai qu'on perd beaucoup de temps pour concevoir un cours correctement, mais une fois qu'on les conçoit, bon, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est faire des mises à jour parfois régulièrement, sinon, maintenant, vous ne vous fatiguerez plus. En tout ça. Merci. Okay. Merci, M. Ndiaye. Vraiment, merci bien. Merci. Merci. Donc, on peut avoir la question de Edmé. Edmé, allez-y. Oui, j'ai mis la question sur le chat, mais je vais reprendre. Bonjour à tous. Merci déjà, docteur, pour cet exposé vraiment riche en enseignement. Bon, j'ai vu que M. B a posé une question sur l'évaluation, mais moi, ma question s'oriente beaucoup plus sur l'évaluation des enseignements. Chose qu'on n'a pas, je ne pense pas qu'on ait abordé le sujet, à moins que cela m'ait échappé. Donc, je voulais savoir, selon vous, à quelle étape du processus de scénarisation ou de planification de l'enseignement, l'évaluation des enseignements pourrait être utile. Voilà. Merci. OK. Je pense que vous posez là une question essentielle, hein, parce qu'en réalité, on n'enseigne pas sans évaluer. Et on n'évalue pas n'importe comment. On a dit qu'il y a plusieurs types d'évaluation. Il y a l'évaluation vraiment finale qui permet de prendre une décision. Par exemple, j'enseigne des classes de 6e. À la fin de l'année, en principe, si je les évalue, il y a certains qui vont revenir, il y a certains qui vont passer en classe supérieure, etc. Il y a certains qui seront exclus. Maintenant, la question de l'évaluation à distance, de l'enseignement à distance, pourquoi c'est important? Je l'ai répété tantôt,
puisque nos étudiants ne sont pas en face de nous, il faudrait qu'on leur donne le maximum d'informations pour être évalués. Et je l'ai dit, normalement, quand on conçoit un cours en ligne, les principaux trucs, c'est quoi? Il y a la question des ressources que le professeur doit concevoir. Il y a la question de l'objectif à atteindre par séquence qui a défini. Il y a l'activité que l'étudiant doit accomplir ou l'élève pour atteindre son objectif. Et il y a la question de l'évaluation. Est-ce que cet objectif est atteint ou non? Généralement, ce qui se fait dans une séquence de cours, on introduit ce qu'on appelle de l'évaluation purement formative. C'est-à-dire on fait de petits exercices, de petits quiz qui permettent à l'apprenant de s'auto-évaluer pour savoir est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il n'a pas compris. On fait une séquence, 2 séquences, 3 séquences comme ça. Maintenant, au bout de quelques séquences, si on le désire, on pourrait faire une évaluation vraiment plus globale, parce que les évaluations qu'on fait au niveau des séquences, ce sont des évaluations purement locales. Excusez-moi. À la fin, on conçoit une évaluation globale. C'est cette évaluation-là qui va nous permettre de prendre une décision. Est-ce que c'est des étudiants en fin de cycle, s'ils réussissent l'évaluation, ils auront un diplôme? Est-ce que ces étudiants qui réussissent l'évaluation doivent passer en classe supérieure? Ou bien que c'est des étudiants, est-ce que s'ils réussissent ce module que j'évalue, ils doivent faire un module supérieur, etc. Donc, la question de l'évaluation est définie dès le départ. Et il faudrait aussi que les étudiants sachent comment ils seront évalués et quel serait le barème de l'évaluation. Et que pour mieux les aider, on va mettre des éléments d'évaluation, même si c'est formatif, par séquence. On n'attend pas à la fin de mon module pour maintenant vous balancer une évaluation. Les étudiants même vont oublier ce qu'ils ont appris. Désolé, monsieur Dr Ndiaye, je vous ai muté sans faire exprès. Est-ce que vous pouvez vous... Voilà. Ok, c'est bon. Ok. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, la question de l'évaluer va de pair avec la définition du scénario. Et en réalité aussi, on n'évalue pas n'importe quoi. Je l'ai dit tout à l'heure. On évalue sur l'objectif visé. Exemple. Si vous prenez les premiers enseignants, en principe, parfois, ils faisaient une évaluation, ils faisaient des choses, ils se posaient une question que les étudiants n'avaient pas suffisamment appris, ou bien ne connaissaient pas, ou bien n'avaient pas suffisamment travaillé. Là, ce qui est sûr, c'est que les gens ne vont pas passer. Or, on enseigne pour que les gens réussissent. Et la meilleure façon de savoir est-ce que c'est bon ou n'est pas bon, c'est de l'évaluer sur uniquement ce que j'ai enseigné, sur mon objectif. C'est pourquoi on dit que l'objectif est au cœur du système d'enseignement. Parce que ce soit les ressources, que ce soit l'activité, que ce soit l'évaluation, tourne autour de l'objectif que j'ai défini. Donc, l'évaluation se fait tout au long de l'apprentissage. On n'attend pas à la fin. Mais à la fin, maintenant, on fait une évaluation vraiment globale où on pose des questions sur le cours en général. Et là, on détermine un barème très clair. On dit que c'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Merci beaucoup. Merci. Mais qu'en est-il de l'évaluation des enseignants en tant que tel? Parce que j'ai constaté que dans le supérieur, c'est quasi inexistant. Tandis que si c'est au primaire, moyen, secondaire, bon, il y a les évaluateurs ou bien les inspecteurs qui passent. Est-ce que cela peut être utile? L'évaluation, par exemple, des enseignants en tant que tel du supérieur peut intervenir dans le processus de scénarisation ou bien de planification. Est-ce que, par exemple, parce que j'ai eu à suivre un cours en ligne, à la fin, ils nous ont envoyé un questionnaire pour évaluer les enseignements, les enseignants, etc., le contenu du cours. Donc, comment est-ce que cela peut être utile
à l'enseignant qui fait sa planification ou bien la scénarisation? Là, vous avez touché du doigt quelque chose de très important, mais généralement qui pose beaucoup de problèmes en Afrique. Peut-être que ça pourrait nous dire, dans le monde anglo-saxon, comment les enseignants sont évalués. Parce que vous savez, surtout dans nos universités, nous, en réalité, nous sommes des fonctionnaires, on est embauché une fois pour toutes, assistant, maître assistant, on évolue jusqu'à devenir professeur titulaire, des choses comme ça, quoi. Mais généralement, il y a des trucs qu'on appelle évaluation au niveau du campus, mais généralement au niveau de l'université. Bon, qui t'emploie? On a à plusieurs reprises essayé de mettre en place des systèmes d'évaluation, mais ça n'a jamais marché. Dans certaines universités, il y a par exemple à la fin, les étudiants de l'université qui pourraient vous évaluer, et même les étudiants vont participer à l'évaluation des enseignants, même si c'est de manière vraiment anonyme. Après, ça va permettre aux enseignants, en tout cas à l'institution universitaire en tant que telle, de prendre une décision, est-ce que cet enseignant va rester ou bien ne va pas rester. Vous savez tous avec moi qu'au Sénégal, qu'on soit enseignant du supérieur ou bien du secondaire ou bien du primaire, une fois qu'on est embauché, on est fonctionnaire en quelque sorte. Pratiquement, il y a aucun moyen de faire une pression sur soi, même si les enseignements, c'est des enseignements bidons. Bon, généralement, où tu es là, il n'y a pas tellement de pouvoir de te faire muter ou autre. Je pense que dans le monde anglo-saxon, c'est un peu différent. En tout cas, vous avez posé une question réelle, mais généralement, l'enseignant, lui, en même temps, ne peut pas s'auto-évaluer pour son propre enseignement. En principe, effectivement, il doit être évalué, mais dans la réalité des faits, en tout cas, selon ce que j'en sais jusqu'à présent, au Sénégal, en Afrique en général, les gens, c'est des fonctionnaires qui sont dans des situations acquises. Et en fait, que personne ne pense remettre en question. Je sais que dans certaines universités, au bout d'un certain nombre d'années, on vous évalue et si vous ne donnez pas cette satisfaction, là, on peut vraiment vous remercier d'une certaine manière. Je ne sais pas maintenant que vous pouvez nous donner des informations par rapport à ce qui se passe ailleurs. Oui. Pour voir. Ben, moi, je connais plutôt au niveau de l'université, quoi, puisque c'est là que j'enseigne, mais je ne connais pas trop au niveau des lycées, collèges. Mais bon, nous, en tant que prof, on n'est pas fonctionnaire, mais on peut avoir ce qu'on appelle ténure au bout de 6 années. Mais donc 6 années, on travaille, on fait un dossier après, et en fait, on nous dit qu'on peut rester, et là, on reste. Et si on nous dit qu'on peut pas avoir ténure, on doit obligatoirement partir. Ensuite, pour l'évaluation, on est évalué tous les trimestres et pour semestre, parce que nous, c'est par semestre, et tous les cours. C'est des évaluations anonymes. Donc, les élèves nous évaluent et c'est avant les examens. Donc, ils n'ont pas leurs notes d'examen, puisque comme ça, au moins, ils sont moins influencés par leurs notes. Mais donc, c'est anonyme. Donc, chaque élève reçoit, OK, je vais évaluer ce prof dans ce cours. Et puis, donc, est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce que le prof était disponible? Est-ce que le prof sait de quoi il parle? Et après, ils peuvent aussi mettre leurs commentaires. Et nous, ensuite, on a des observations régulières une fois tous les 2 ans. Bon, régulière, c'est une fois tous les 2 ans. On est observé par un collègue ou une collègue. Et puis, en fait, nos évaluations sont utiles. Après, il y a les plaintes des élèves qui vont directement aussi à certains bureaux de l'université. Donc, après, tout ça, c'est utilisé. Et nos augmentations de salaire sont basées sur 3 choses à l'université: recherche, service et enseignement. Et donc, pour l'enseignement, bien sûr, les évaluations ont une application, quoi. Voilà. Merci, c'était ma contribution pour répondre à la question. OK, donc vous voyez déjà qu'il y a une différence entre eux et nous. Voilà, nous, on est embauchés, moi, je suis fonctionnaire, quel que soit exigé, je suis fonctionnaire. Le fonctionnaire, ma retraite, c'est à 65 ans, donc quel que soit exigé, je vais aller à 65 ans. Que ce soit pertinent, non pertinent, tu vois, c'est très compliqué en Afrique. Oui, peut-être maintenant, avec
le changement il arriverait où les gens peut-être dans les entreprises vont avoir des contrats de 3 ans, 5 ans, 6 ans pour essayer au moins, en tout cas, de ne pas avoir un comportement de fonctionnaire en tant que tel, quoi. C'est malheureux, mais c'est ça pour le moment. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, donc on va remercier Dr Ndiaye pour vraiment toutes ces informations et puis la flexibilité pour répondre aux questions. Monsieur Dr Ndiaye, est-ce qu'on pourra partager votre email avec les enseignants? Si. Oui. Ouais, Donc, on va partager aussi votre email. La présentation va être aussi en ligne sur YouTube. Oui. Et puis, voilà, on va rester en contact. Donc, il y a encore ceci. Et vraiment, c'est à moi de vous remercier quoi, pour m'avoir permis de partager un peu avec vous et votre groupe. Quoi. Vraiment, merci beaucoup. Merci.